Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Frank, y en ont-tu de l'argent, les Américains? Ah oui, il y a de l'argent. Hey, 1 milliard une campagne électorale. Ouais. Man, Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec 1 milliard, Yann? 1 milliard? Donc, Frank, c'est moi qui ouvre le show avec une petite plug. Je vous ai fait un texte sur X. Donc, vous savez, là, mais sur X, mon nom, c'est Pilule Rouge _CA. Là, Yann Sénéchal, fouillez là-dessus, vous allez trouver ça. J'ai fait un long texte qui explique un peu l'histoire de Yann et Frank, puis surtout qui donne une idée comment ça marche dans notre business à l'interne. Puis c'est un partage que j'avais le goût de faire. Vous savez, je suis quand même assez transparent de la manière qu'on gère l'entreprise. Fait que je vous ai mis ça là. Vous voyez un peu la progression qu'on a depuis le début. Puis en l'écrivant ce texte-là, j'étais comme content. C'est comme ça va bien pareil, là, notre affaire. Là. Je regarde la couverture de l'élection américaine qu'on a eue, puis j'ai juste hâte à la prochaine élection canadienne. Là. C'est comme. Ouais, ben c'est là qu'on est. Les périodes électorales, c'est vraiment là où c'est le plus le fun, finalement, parce que ça bouge, il y a des réactions de part et d'autre. Il y a des gens en mental breakdown. Nous autres, tout ça nous alimente fortement. Ah, c'est magique. Magique. Et l'élection américaine, ben, on n'a pas fini d'en parler parce qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a deux sujets, grosso modo. C'est d'un, les nominations que Trump va faire Tu sais, quand on disait qu'il était plus prêt en 2024, en 2016, on le voit. Là. Les nominations, c'est une après l'autre. Chaque nominé, entre guillemets, presque sa journée de gloire dans les médias. On voit aussi assez rapidement que les nouvelles sortent. Là. On a eu, c'est là qu'on a vu passer énormément sur les réseaux sociaux, c'est le border tsar. Les termes qu'ils utilisent, man, me font rire. Là. Ah, mais je l'aime, lui, je le connaissais pas bien. Je t'allais voir des quotes de lui d'hier. Un doux, ça? C'est pas un doux, un peu. Je vais vous le mettre de quoi. Le gars, c'est. Non, le gars, il a viré Alexandra et aussi dans ses shorts, mon gars. La meilleure, c'est pas elle. Celle que je vais vous passer, ça date de 2019. Il y avait une genre de commission parlementaire dans laquelle il était. Là, je vous mets ça en termes québécois pour qu'on se comprenne. C'est un gars no bullshit, là. Ah non, et comme dit Vincent souvent, he take no prisoner. C'est vraiment ça. Donc, il était dans une genre de commission parlementaire au Congrès sur justement la gestion de la frontière. Et là, tu as une espèce de députée fatigante qui est comme présidente. Puis quand il parle, elle n'arrête pas de taper avec son petit marteau comme la maîtresse d'école. Ah ouais. Puis un moment donné, respecter la présidence de la... un moment donné, il dit ce que tout le monde a envie de dire à ces calices-là. Et ça va, ça va comme suit. Quick question, and I want to make one quick statement. I find it very offensive that anybody would compare any federal employee, frankly, to someone who, the Gestapo or running Nazi concentration camps. That is very offensive. I have 15 seconds and I yield it to you. Thank you for saying that. I wish somebody in Democratic leadership would say that out loud. Look, you want to know why there's 50,000 people in detention? You want to know why we have 1 million illegal entries in the United States? You want to know why we have these issues? Because you have failed to secure the border. You have failed to work with this president to close the 3 loopholes we've asked for 2 years to close. So if you want to know why this issue exists, you need to look in the mirror. You have failed American people for not securing the border and closing loopholes. Mr. Homan, please respect the chair and the authority of the chair. The time of the gentleman has expired. I've asked you politely to let me go beyond my time, and you let other people go beyond their time, but not to Tom Homan. He don't get to go beyond his time. Mr. Homan, we have approved an agreement between the Republicans and the Democrats with the ranking member. We increased the time of one witness, one member of Congress who was interrupted by a protest. That is done with the approval of the ranking member. Please respect the chair's authority. I respect the chair's authority, but the chair... Mr. Homan! You work for me. I'm a taxpayer. You work for me. I'm a taxpayer. You work for me. The witness will suspend. Ah, excuse-moi, c'est un délice, cet extrait-là.
C'est un délice. Il est mal engueulé, ce gars-là. Avec la maîtresse d'école avec les coups de marteau. Il dit, tu travailles pour moi, toi, Chris? Oh boy. Il va-tu régler les problèmes à Border? On le sait pas, peu importe. Mais en tout cas, il va donner un crise de show, ce gars-là. Oui, il va donner tout un show. Fait que c'est ça, il y a le dossier des nominations qui retient beaucoup l'attention aux États-Unis, évidemment. Ce soir, on va vous diffuser l'édito avec Simon Rochelot, puis on parle aussi de ce qu'on sait du plan qui serait déposé pour la fin du conflit en Ukraine. C'est fou, là. On en parlait, tu sais, à mots couverts un peu. On était là, tu sais, Trump, il se met de la pression, là, le conflit en Ukraine, le conflit avec Israël. S'il ne règle pas ça très rapidement en prenant la présidence, tu sais, ça peut lui nuire éventuellement. Tu sais, je veux dire, en dedans d'une journée ou deux après son élection, tu arrives, tu as Poutine qui dit, écoute, il y a un plan sur la table, on est prêt à le regarder, on est prêt à négocier, là, t'es là. OK. Non, c'est ça. Après ça, tu as la Hamas qui dit, ouais, on peut regarder, là. Peut-être que ça pourrait être... Christy, il y a du monde qui ont la chienne pour de vrai, là. Non, il y a du monde qui ont la chienne pour de vrai. Ben, tu sais, rappelez-vous de l'histoire de... ça avait été raconté par un autre collaborateur de Trump de l'époque. Rappelez-vous de l'histoire où Trump dit aux gars des talibans, on veut quitter l'Afghanistan. Si tu touches à un cheveu d'un soldat américain, t'es mort. Puis là, il y a le traducteur à côté qui est comme... Là, Trump dit, non, traduis ce que je viens de dire. Fait que là, l'autre, il traduit ça. Le gars des talibans, il vient avec les yeux gros de même. Trump, il sort de il ouvre son manteau. Il sort un petit papier qu'il défait, puis il met ça sur la table. C'était une photo satellite. De sa maison. De sa maison. Puis il dit, pourquoi tu me montres ça? Il dit, you have to figure it out yourself. Boom! Sinon, ça joue très, pour vrai à cette intensité-là, ça peut jouer très, très rough. Mais l'autre sujet qui retient évidemment l'attention, c'est que là, dans le fond, la campagne s'est terminée et on a un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'a fait chaque parti. Et imaginez-vous donc... Il s'est dépensé du gros cash, sérieux. Il s'est dépensé du gros cash, mais imaginez-vous donc que la campagne perdante de Kamala Harris a dépensé plus du triple du montant que celle de Trump. Donc, Trump a ramassé, je pense, c'est 360 millions, là, faisons des chiffrons à peu près, et il en a dépensé genre 340, il reste, ou 320, il reste un overlay de genre 40 millions. Là. C'est dans ces eaux-là, les chiffres. Elle a dépensé plus de 1 milliard de dollars dans cette campagne-là. Et là, ben, vous comprenez l'effet que ça a, c'est que les gens qui regardent, on peut avoir accès souvent aux documents. Ils ont dépensé ça sur quoi? 200 millions sur de la publicité, un autre sur telle affaire. Et il y a des fouilleux qui fouillent. Et ça a donné... Rappelles-tu de la clip de Cuomo à la Convention démocrate? Oui. Il disait, regardez là, comment ça fonctionne une convention démocrate. Regardez en haut, là, dans les loges. Là. Pour être dans ces loges-là, il y en a qui ont payé 500 000 $ pour être dans la loge. Exact. Pour regarder le peuple en bas de haut. Là, et là, ça fait, là, parce que c'est du gros cash. Oui, c'est du gros cash. Et là, ben, ça a donné lieu, parce que tout le scandale part un peu de ça en ce moment. Il y a un article qui est sorti, là, je vous l'ai mis en français, là, dans le Washington Examiner, qui s'appelle « Comment Kamala Harris a dépensé 1 milliard de dollars ». Mais là, c'est-tu fiable, ça, le Washington Examiner? Là, c'est ça l'affaire, c'est que il y a des médias qui disent que c'est vrai et il y a des médias qui disent que c'est pas vrai. Donc là, si on va dans Fox News, par exemple, et le New York Post, on apprend des choses assez savoureuses, comme par exemple le fait que Kamala Harris aurait payé 1 million de dollars pour avoir le support de Oprah Winfrey. Et Oprah, je te dirais que c'est pas mal elle qui est au centre des discussions en ce moment. Et là, ça, il y a plusieurs médias qui rapportent cette affaire-là. Mais en même temps, si on est 100% fair, si on va dans des journaux plus de gauche comme The Independent, on dit qu'elle dément. Eux autres, évidemment, ils prennent plus du bord que ce serait pas vrai. Mais donc, comme je vous dis, on n'a pas de confirmation à 100% que tout ça est vrai. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Mais si ce qui est rapporté est vrai, on nous dit que la vice-présidente Kamala Harris a payé Oprah Winfrey Production
Parce que c'est ça l'affaire, la twist, Yann, tu vas l'aimer, c'est que dans la réponse qu'elle donne à The Independent, elle dit qu'elle n'a jamais reçu $1 million as a personal fee. Ouais, mais c'est parce que dans l'autre article, on ne parle pas de personal fee, on parle que ça a été versé à Oprah, Harpo, Winfrey Production. Là, on est dans le niaisage, là. Ouais, mais c'est ça, là. On comprend. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Moi, c'est ça que je veux savoir. Que ça a été versé à ton nom personnel ou à ta compagnie de production, c'est tout et pareil, là. Ben, exactement. Officiellement, c'est une personne morale, mais là, on va arrêter de niaiser, là. On est-tu dans le niaisage à la Bill Clinton, là? J'ai Mettons jamais eu de qu'Éric sexe Duhem. avec. Ben ouais. C'était juste rentrer le cigare. Ouais. Mettons qu'Éric Duhem, il me donne 50 000 demain matin pour qu'on parle en bien de lui, puis qu'on dise « Hey, votez pour Éric Duhem à la prochaine campagne électorale. » Un, vous allez trouver ça louche. Puis deux, si le Journal de Québec m'appelle, puis c'est-tu vrai qu'Éric Duhem, il t'a donné 50 000? Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais touché 50 000. Et le 50 000, il est allé aux productions Yann et Frank. Ben pas oui. à moi personnellement. Ouais. Ils vont dire Chris, arrête de me niaiser. Non, c'est ça. La campagne de Harris a payé $1 million à la compagnie de Oprah Winfrey, justement en accord avec le reportage. En fait, le dossier. C'est une stratégie, Frank. C'est très louche. Donc, Winfrey, en fait, la version officielle, c'est qu'elle a apparu gratuitement dans un rallye à Philadelphie. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'était pas gratuit, ça a coûté $1 million. On dit, mais Winfrey n'est pas la seule star à avoir bénéficié du profond portefeuille des démocrates. On dit que le rapport du Washington Examiner also revealed that the campaign spent big on the Call Her Daddy podcast. Le fameux podcast louche, qui est un genre de podcast plus de trucs intimes, là, en général, sur lequel elle aurait été invitée. En fait, elle n'a pas été invitée. C'est qu'elles ont payé pour s'inviter dessus. A source familiar with the matter told the Washington Post that the Harris campaign spent six figures on building a set for Harris' appearance on the popular Call Her Daddy podcast with host Alex Cooper. The Examiner wrote, the interview came out in October and was reportedly filmed in a hotel room in Washington, D.C. La campagne a aussi, et ça c'est le bout le plus saucé, tant qu'à moi, a dépensé $20 millions sur des swing state concerts. Donc, dans le fond, ils ont organisé des concerts en Californie, en Pennsylvanie, au Wisconsin, en Arizona, au Nevada, au Michigan, en Caroline, en Géorgie. Ça leur a coûté $20 millions et à tout hasard, c'est des purs hasards comme ça, ils ont eu Alanis Morissette, John Bon Jovi, J-Lo, Christina Aguilera, Katy Perry, Lady Gaga, Bruce Springsteen. Des gens qui sont tous venus jouer à ces concerts-là pour dire « Ah, yes, she can ». C'était Beyoncé, Megan Thee Stallion. Man, c'est donc bien louche. Je veux dire que les artistes, ils nous donnent leur point de vue, puis tout ça, puis qu'ils disent « OK, moi, je vais voter pour elle », puis qu'ils essayent de mobiliser leur fanbase. Tu te dis « OK, là, c'est des citoyens américains comme les autres. » La campagne de Harris... Comment tu dis, excuse? Qu'ils soient payés pour le faire. C'est là, tabarnache, man. C'est parce que c'est fake as fuck, là. Je veux dire, c'est comme si demain matin, t'avais Legault, il y a une élection, puis là, Mané, il fait un rassemblement à Terrebonne. Puis Mané, sur le stage, arrive Véronique Cloutier, la blonde à Mario Dumont, puis j'allais dire Joël Legendre, peut-être pas sûr que c'est un si bon move que ça, là. Mais je sais pas, moi, c'est Roxane Bruno, mettons. Des gens connus du Québec, des artistes, tout ça. Là. Ça a donné que je nomme 3 filles, là, mais c'est un hasard. Là. Et là, dans le fond, on apprend par après qu'il lui a donné 100 000 chaque pour être là. Là, tu te dis, ouais, c'est pas vraiment... Moi, si tu me donnes 100 000 pour que je te supporte, j'appelle pas ça que c'est un élan du cœur. Là. C'est pas un grand support. Là. C'est pas un grand support. Ça s'appelle acheter des supports. Donc, acheter un peu des votes. Et là, la question que tout le monde se pose, Yann, le support de Taylor Swift, il a coûté combien?
Parce que si Oprah Winfrey coûte 1 million, Taylor Swift, d'après moi, en coûte une couple. À moins que Taylor s'est fait avoir complètement et elle n'a pas réalisé qu'elle pouvait monnayer ça, là, mais il me semble que ce n'est pas son genre. La campagne de Harris et ses comités affiliés ont dépensé plus de 654 millions de dollars en publicité. Tandis que Trump a dépensé 378 millions de dollars au total. C'est énorme aussi, là, quand tu y penses. Oui, c'est énorme, mais ça reste que dans une stratégie à deux, qu'un dépense le double, voire le triple de l'autre, c'est complètement sauté sur le crank. L'équipe de Harris a refusé de commenter ses finances. Un portrait plus complet sera rendu public après les élections, car la commission électorale exige que les candidats fournissent des rapports post-électoraux généraux dans les 30 jours. À la mi-octobre, la campagne de Harris a révélé avoir dépensé plus de 880 millions de dollars pour cette élection, soit près de 526 millions de dollars de plus que les 354 millions de dollars de la campagne républicaine. Selon une analyse des documents fédéraux faite par le journal, une grande partie des dépenses de la campagne de Harris a été consacrée à la publicité dans les médias numériques, au sondage et au déplacement d'un État à l'autre, y compris une compagnie de jet privé appelée Advance Aviation. Bon, évidemment, il y a des dépenses de campagne, tout le monde comprend qu'elles sont comme nécessaires. Tu n'es pas au Québec, tu ne peux pas prendre ton char et faire Repentigny-Québec avec la caravane à Manon. On a compris ça, il faut qu'ils se promènent en avion. Là. Tu peux pas être à matin au podcast tu peux pas être après-midi au podcast de Joe Rogan puis faire un rallye en Pennsylvanie après. Et tout le monde comprend que ça marche pas. Là. Mais c'est parce que l'affaire là-dedans, c'est que là, le doute est semé, Yann. C'est que s'ils ont pu acheter le support et le soutien des artistes, c'est quoi qui me dit qu'ils n'ont pas fait la même chose avec certains journalistes? Ben écoute, quand tu es rendu à payer pour aller dans un podcast, as-tu payé pour aller à CBS? Ou t'as-tu payé CBS, en fait, pour qu'il fasse un bon editing de ta cochonnerie d'entrevue que tu as faite? Ouais. 60 minutes, là, l'entrevue, c'est ça, là. Y a-tu quelqu'un qui a été payé pour enlever les bouts où apparaissait pas bien? Mais il faut aller aussi des deux côtés, hein, parce que tu sais, t'es là, tu te dis, tabarouette, comment Harris a fait pour perdre? Elle a dépensé 3 fois plus que Trump sur des affaires. Tu sais, ça devient loufoque quasiment, là, donner de l'argent à Megan Thee Stallion, puis Beyoncé, puis toutes ces affaires-là. Tu te dis, tabarouette, prenez une puff. Puis là, t'es là, tu te dis, crème, au moins Trump, il y a une campagne moins dispendieuse. Ouais, mais t'as un peu beaucoup de donateurs, mais ce qu'on oublie, c'est que du côté conservateur, le gros de l'argent n'est pas dépensé par la campagne, il est dépensé par les super PAC. Man, t'as-tu vu les chiffres des super PAC? On parle de 4 milliards. Ah, c'est débile. Mais 4 milliards de dollars dans les super PAC. Je vais vous donner un autre chiffre qui va vous en dire long sur l'organisation de chaque parti. Écoute bien ça, Yann. Les salaires qui les accompagnent, parce qu'ils ont du staff, ce monde-là. Ils ont du staff en sacrifice. Ouais, mais attends bien. Écoute bien ça. Les salaires qui les accompagnent ont représenté 56,6 millions de dollars des dépenses de la campagne de Harris. En comparaison, Trump a déclaré avoir dépensé 9 millions de dollars en salaire, employant ainsi des centaines de personnes en moins. Fait que l'argent est allé en pub dans les médias. Tu sais, ils ont graissé, là. C'est ça, là. Mais oui, mais c'est ça qu'on dit. L'importance d'avoir des presses indépendantes et qui sont autonomes financièrement, donc qui sont libres. Vous comprenez-vous, là, une campagne américaine? C'est quoi qui se passe? Des centaines de millions pour graisser tout le monde en publicité et en haute. C'est quoi, vous pensez? Si vous pensez que le gouvernement du Québec était capable de faire chanter des médias locaux pour des montants dérisoires, imaginez ce que peut faire une organisation de campagne qui a placé 100 millions de dollars en pub dans votre agrégat de médias. Vous pensez sincèrement qu'ils ne sont pas capables de les faire chanter avec ça? C'est juste ça l'objectif. Tu sais, parce que c'est pas vrai qu'ils en ont pour leur argent. C'est pas parce que tu mets 200 millions en publicité, 300 millions en publicité, 400 millions de dollars en publicité que tu en as pour ton argent. La preuve, la campagne Harris n'a pas levé. Ce que tu achètes, c'est pas des votes. Ce que tu achètes, c'est un appui tacite. C'est des journalistes qui ne te challengent pas. Ça a coûté combien, leur faire dire que Biden est sharp à cette attaque? Ça a coûté cher, sacrément.
C'est un peu ça, là. Tu sais, ça nous met tout le temps dans une... Tu sais, comme je te dis, les super PAC, là, les chiffres que j'ai ici, là, il y a 2458 super PAC différents aux États-Unis. Évidemment, c'est pas juste pour la présidentielle. Là, il y en a pour le Sénat, puis le Congrès, puis tout. 4,3 milliards de dollars qui ont été raisés en 2024. 2,7 milliards a été dépensé. Il y en a qui accumulent de l'argent. 1,7 milliard conservateurs, 819 millions liberals. Puis là, si tu y vas plus par parti, là, les super PAC against Democrats. C'est pas les gens pro-républicains, c'est against Democrats. 1,1 milliard. Against Republicans, 589 millions. Fait que les super PAC sont très contre quelque chose. Ouais. Ils sont plus contre quelque chose que pour quelque chose. Ouais. Pour les républicains, 521 millions. Et pour les démocrates, 416 millions. Mais ça aussi, c'est du gros cash. Là. Fait que là, t'es là, tu te dis, qu'est-ce qu'on veut réellement dans un système électoral? T'sais, nous autres, qui est complètement l'inverse au Québec, là, je veux dire, nous autres, un parti politique, tu peux ramasser 100$ de dons dans une année par personne, par électeur. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. C'est trop petit. Fait que ce que ça fait, c'est que quasiment tout le financement des partis politiques est public. Donc, tu obtiens des dollars en fonction du nombre de votes que tu as eu. Ça fait qu'on a étatisé le financement public. Oui. Ce que ça fait en sorte, c'est qu'il y a une prime aux partis déjà en place. Exact. Un parti émergent ne peut pas vraiment s'en sortir. Alors, remarque, aux États-Unis, ils ont un système qui est extrêmement libre, puis il n'y a pas plus de partis émergents qui sortent. C'est tellement gigantesque. Les budgets publicitaires que ça prend pour acheter les médias, pour que les médias parlent de toi, c'est un peu ça, là, disons les vraies affaires. Oui. C'est une barrière à l'entrée qui est gigantesque. Fait qu'il n'y a pas plus de nouveaux partis qui sont capables d'émerger aux États-Unis. Parce que on n'a pas les chiffres, là, mais si on pouvait voir les dons qu'a ramassé Robert Kennedy Jr., d'après moi, c'est dérisoire. Exactement. On doit parler peut-être de quelques dizaines de millions si les choses se sont bien passées pour lui. Je ne le sais pas, je ne sais pas ces chiffres-là. Mais si Joey était capable de les trouver dans le background, là, pour juste avoir une idée de grandeur, mais c'est clair qu'on ne parle pas de centaines de millions comme les deux autres partis, ni encore moins de milliards. Là. Et, regarde, je continue parce qu'il y a d'autres affaires. Village Marketing Agency, une agence de marketing, a reçu 3,9 millions de dollars et son mandat était de travailler au recrutement de milliers d'influenceurs sur les réseaux sociaux pour promouvoir Harris en ligne. Parmi les autres agences qui ont décroché des contrats de conseil lucratifs grâce à la campagne, on trouve Precision Strategies, une agence de marketing. Ça, c'est l'autre affaire. Les agences de com et de marketing, eux autres, se sont graissés solides. On trouve Precision Strategies, une agence de marketing liée au camp démocrate, Ethos Organizing, fondée par un ancien directeur du Parti démocrate de l'Ohio et allié à Biden. Les paiements versés à Harris aux consultants sont probablement examinés à la loupe dans les mois à venir, alors que les démocrates cherchent à déterminer qui est responsable de la défaite si facile du parti lors de cette élection. S'exprimant sur MSNBC après le discours de concession d'Harris, l'ancienne sénatrice démocrate Claire McCaskill a déclaré que Harris écoutait trop les consultants, ce qui, selon Mescakill, l'empêchait de faire valoir sa véritable identité auprès des électeurs. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'elle écoutait trop les agences de com qui disaient « Va là, fais ci, fais ça, fais telle affaire et tout va bien aller. » Donc, on aurait les chiffres pour Kennedy Jr. On parle de 60 millions. Ouais, c'est un peu ça que je pensais. Ouais. Tu sais, puis tu regardes des... C'est quand même beaucoup, là, mais... C'est de l'argent. Puis tu vois, je suis un peu dans les super PAC encore, mais tu peux avoir... Ça c'est l'avantage des États-Unis, c'est que c'est extrêmement transparent. Oui, les compagnies ont le droit de cotiser, mais on a l'information aussi. Google, là, ils ont donné de l'argent à Kamala, c'est l'enfer. Non, c'est débile. Écoute, 4,6 millions de dollars directement à Kamala Harris. Après ça, ils ont financé le PAC Future Forward USA, qui est démocrate, DNC Services Corp, Movement, il y en a plein. Ils ont même financé la gang de Lincoln Project. Ça, c'est genre des anti-républicains, mais qui sont républicains. C'est comme bizarre. Ouais, ben c'est les Republicans against Trump. Là. C'est les Republicans atteints de Trump Derangement Syndrome, le Lincoln. Fait qu'ils ont donné 200 000 à ça. T'sais, ils en ont donné solide. Ils ont donné un petit peu
au comité national républicain. Fait que Google a quand même donné 155 000 aux républicains. Mais tu vois qu'ils ont donné au total 16 millions de dollars à des super PAC. C'est assez spectaculaire. Puis, tu sais, je peux taper n'importe quel nom d'entreprise, puis j'ai l'information. C'est ça qui est le fun. Mettons, je mets Tesla, j'ai rien. Musk a dû contribuer via quoi? C'est dur à dire pour Musk. Il y a des entreprises de crypto, c'est l'enfer. Coinbase, par exemple. Vous l'avez vu, la crypto exploser suite à l'élection de Donald Trump. Une entreprise comme Coinbase, qui a les 2 mains en crypto par-dessus la tête, 53 millions de dollars donnés à des super PAC. Ils en ont donné à la fois aux républicains puis aux démocrates, mais surtout à Fairshake PAC. Ils ont donné 46 millions de dollars à ce groupe-là, qui est considéré comme un groupe outsider. Mais Christy, man, il y a de l'argent partout. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que l'argent, mettons que Oprah Winfrey reçu, elle, après, elle a réussi à attirer dans ce town hall-là où, justement, elle parlait en faveur de Kamala Harris, Meryl Streep, Ben Stiller, Chris Rock, Jennifer Lopez et Julia Roberts. Donc... Ils n'ont pas été là gratis, là. Tu sais, je veux dire... excuse-moi, là, mais parce que dans une démocratie, si tu peux acheter le support des gens connus avec des dépenses de campagne de même puis que ça ne gêne pas personne, c'est capoté pareil. C'est surtout capoté. En plus, si ces gens-là, après, c'est des gens qui ont des tribunes dans des journaux, tout ça, puis on est censé penser que ces gens-là, ils ont une opinion qui vaut quelque chose. Tu sais, je veux dire, c'est capoté, là. Mais c'est qui les grands gagnants dans tout ça? C'est ces artistes-là hollywoodiens et les médias. Je veux dire, la campagne électorale aux États-Unis, je veux dire, les grands gagnants, c'est les propriétaires de médias. C'est les propriétaires de médias et les agences de com, d'artistes et de marketing. Eux ont fait... Imagine la firme là, qui s'est fait donner 3,9 millions de dollars, Yann, pour aller recruter des gens sur les réseaux sociaux qui allaient... Voyons, si les gens sur les réseaux sociaux ont dû avoir une coupe de 1000 chaque, mais eux autres, ils ont empoché des millions. Tu sais, puis on a vu à très petite échelle à quoi ça pouvait ressembler au Québec. Rappelez-vous, on avait sorti les chiffres des influenceurs pendant la COVID qui avaient reçu de l'argent du gouvernement pour aller dire « Hey, c'est donc mais le fun, garde ma seringue dans mon bras. » Puis ça, c'est capoté parce que ça, je trouve ça pire. Parce que dans un contexte où est-ce que c'est les partis politiques, que les dons sont quand même publics, tu sais, qu'il y a un suivi, puis tout ça, puis c'est fait dans un contexte partisan, bon, tu te dis, tu sais, il faut qu'ils se financent, il faut qu'ils fassent de la pub, puis tout ça. Dans un contexte où est-ce que c'est le parti au pouvoir qui dépense comme un innocent avec les deniers publics pour, en bout de ligne, remonter sa cote de popularité, ça me fait capoter, là. Tu sais, je veux dire, puis tu sais, c'est un classique, là. Tu te rappelles les pancartes qu'ils mettaient en avant des autoroutes, toutes les fois qu'ils faisaient une petite réparation, là, 100 millions investis pour vous ici, blablabla. Quand c'est les libéraux au pouvoir, les pancartes sont rouges. Quand c'est les caquistes au pouvoir, les pancartes sont bleues. Ouais. Tu sais, maintenant, t'es là, tu te dis, arrêtez de rire dans nous autres, là. C'est malsain, cette affaire-là, parce que là, ça, c'est vraiment des deniers publics, là. Ça, c'est vraiment, c'est là... C'est aussi croche qu'un député qui trierait les appels qui rentreraient dans son comté en fonction de la couleur du parti pour qui tu votes. Genre, j'aide les citoyens qui votent pour moi, puis j'aide pas les citoyens qui votent pas pour moi. Genre, à toi, genre ça c'est croche. Tu sais, il y en a qui font ça, apparemment. Ouais. Ah, hey, mais il n'y a rien pour être... Mon cœur balance. J'aime l'aspect liberté aux États-Unis. J'aime beaucoup l'aspect liberté. J'aime beaucoup le fait que toutes les entreprises peuvent contribuer, que tous les humains normaux peuvent contribuer. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient aussi disproportionné. Je veux dire, les magots qui sont ramassés. Puis, même si Trump essaie de faire patte blanche en disant « Non, moi, je ne suis pas dans Drain the Swamp, puis moi, je ne suis pas là-dedans, puis blablabla. » Ouais, c'est pas ça qu'on voit sur les super PAC. Il y en a du gros cash là et tout. Tu sais, je veux dire, il y a combien de publicités qui sont investies dans Fox News? C'est comme une méga barrière à l'entrée. C'est comme une relation incestueuse qui est entretenue entre les journalistes et le politique. Ouais.
sais, je veux dire, la journée que tu as acheté pour 200 millions de pubs à CNN, MSNBC, puis tout ça, je veux dire, y a-tu vraiment un journaliste qui va oser aller te critiquer? Ils doivent avoir peur de perdre le job, là. Ouais, Le écoute, boss en haut, il a fait des millions grâce à ça. ouais. Écoute, avant de partir sur Patreon, pour on aura l'occasion d'en rejaser tout ça parce que c'est clairement pas terminé, là. On a vraiment à date un cabinet misogyne hein, qui a l'air de se dessiner du côté de Trump. Je vous mets quelques fenêtres pour La chef du cabinet, là, à la base, c'est une femme. Donc, on a Kristi Noem qui va être la Homeland Security Secretary. Okay. Donc, les secretaries, c'est des ministres là, pour eux autres. Oui, c'est ça. Donc, elle était la gouverneure du South Dakota. On a ensuite... non, pas... Marco Rubio. On a ensuite... Oui, mais c'est un raciste, Trump. Il prend des latinos comme... Oui, puis c'est un gars très... C'est un gars très rancunier. Il prend des gars avec qui il s'est déjà pogné solide. Hey, Little Marco! Donc, on a ensuite Elise Stefanik, qui va être ambassadeur aux Nations Unies. Donc, une autre femme. Et on a, comme tu l'as bien nommé, j'essaie de retrouver la publication là-dessus. La chef de cabinet. Trump. C'est elle qui a designé au complet sa campagne électorale. Oui. Il est tellement misogyne qu'il a confié sa campagne électorale à une femme. Toi. 3 fois. Hein? 3 fois. Ça fait 3 fois qu'elle est, depuis 2016, qu'elle est sa plus proche collaboratrice. Donc, Susie Wiles. The incoming Trump appointed White House Chief of Staff. Donc, non seulement c'est la première femme de l'histoire à être... elle va être en gros chef de la Maison-Blanche, directrice de la Maison-Blanche, si on veut. C'est ça. L'équivalent de Martin Koskinen, finalement. C'est un peu ça, c'est ça son rôle. Donc, elle, c'est une républicaine de très longue date. Elle a travaillé avec Reagan dans le temps. Là. Elle a vu neiger la madame. Elle a vu neiger la madame. Elle connaît très bien le milieu de l'intérieur. Donc, c'est ça. On a quand même 3... Il n'y a pas grand nom qui sont sortis, puis il y a déjà 3 femmes de pouvoir quand même... mais ça ressemble... De ça, moi, les médias québécois là, qui sont dans Poutine, misogynie puis racisme. Juste ces nominations-là, tu vois bien que ça n'a pas rapport. Puis je suis certain d'une chose. Il ne doit pas penser à « Ah là, ça me prend une fille là, un gars là. » non. Lui, il ne pense pas à ça. Et comme, c'est elle, c'était ma bras droit, j'y fais 100% confiance. C'est elle qui va aller là. That's it, that's all. L'autre du Dakota du Sud est super bonne. Elle va être à sa place là. Puis c'était ça aussi dans le premier mandat. Là. Je veux dire, quand il a nommé Nikki Haley, il ne l'avait pas nommé parce que c'était une fille. Là. Il l'avait nommé parce qu'à ce moment-là, il pensait que c'était la meilleure à prendre pour ça. Ce qui est drôle, en terminant, peut-être continuer là-dessus. Donc, on l'a dit, Rubio qui serait nommé comme secrétaire d'État. Donc, ce que Clinton faisait sous Obama pendant une partie du mandat. Mais ce qui est drôle... clip de Rubio qui passe sur le Hamas, là. Et moi, je suis dirigeant du Hamas demain matin, puis je me dis, oh boy, pas sûr que ça va aller dans notre direction. Et si bol, hein. Ben, on vous a parlé beaucoup, puis Yann t'a parlé beaucoup de ça en campagne de Polymarket. Ben, si ça vous intéresse, sur Polymarket, on a des bids sur qui ferait partie de l'administration Trump, des gens connus, des gens moins connus. Tu vois, comme Bannon, il y a 11% des gens qui pensent qu'ils pourraient faire un retour dans l'administration. Mais du bon stock, eux autres. Tu vois que c'est quand même peu plausible. Un des fils de Trump, il y en a qui disent 15%. Mais tu vois ceux qui sont pressentis. Donc, Vivek, 84% des gens pensent qu'il y aurait un pic. Kennedy Jr., 93%, parce que je pense que les gens prennent pour acquis que Trump s'est pas mal commis avec ça en campagne électorale. Doug Burgum, qui est un personnage dont on parle peu, mais qui, je pense, a une certaine importance là-dedans. Pompeo, 5%, mais Trump a déjà dit qu'il ne le prendrait pas. Elon Musk, 73%. Je pense que le doute vient du fait que Musk s'était engagé pour un... Moi, je pense qu'il va faire un comité, mais il ne sera pas dans l'administration. Ouais, ben sur un truc probablement temporaire, ou en tout cas qui va faire de l'extérieur. Burgum, c'est le gouverneur du Dakota du Nord.
Et là, en plus, ben, semble-t-il qu'il y a un enjeu en ce moment au Sénat parce que le coût. En fait, de ce que je comprends, Mitch McConnell voudrait terminer son règne en crissant un bâton dans les roues de Donald Trump. C'est qu'il a décidé d'enclencher la course à celui qui sera le leader du Sénat avant l'entrée en fonction de Trump. Oh. Et il y aurait 2 des 3 personnes qui sont en liste qui sont des anti-Trump. Des Reno, dans le fond, des Republicans. Lui, il veut s'assurer que sa legacy, tu comprends, continue. Il fait chier, lui, pareil. Hein. Lui, ben, c'est le Chuck Schumer, c'est le Nancy Pelosi des républicains, là, Mitch McConnell. Il est plus sur le poste, lui, en non, il est plus sur le poste. Ben, il est plus sur le poste, mais visiblement assez pour penser à ce genre de petite stratégie-là. Fait que, mais est-ce que vous comprenez l'importance que ça a? C'est que si lui réussit à mettre un pion qui est là, qui met des bâtons dans les roues, ça veut dire que Trump va se voir empêché de ratifier par le Sénat certaines affaires, puis ça va être plus compliqué. Fait que la marde est déjà en train de commencer, mais c'est pas grave. Parlant de polymarket, la probabilité, Frank, que la guerre en Ukraine soit terminée dans les 90 premiers jours, on est à 50%. C'est beaucoup pareil, là. C'est beaucoup. Une personne sur 2 pense que Trump est à la veille de nous finir ça. Là. Ça, c'est depuis l'élection, évidemment. Avant l'élection, du temps des démocrates, on était dans le 30%, mais ça tenait pour acquis qu'il risquait de perdre l'élection. Mais depuis qu'il est élu, là, les marchés prédisent à peu près 50% de chances que la guerre en Ukraine, mois de mars, terminée. Ouais. C'est une bonne nouvelle, ça. Ben, mais mettons que ça arrive, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est ce que je disais hier quand on a enregistré ce soir, quand vous allez écouter l'édito, je vous le recommande fortement. Moi, ce que je disais, c'est que son plan soit bon ou pas, au moins il essaye quelque chose, puis je pense que tout le monde devrait saluer des initiatives de paix, quel que ce qu'on soit de gauche, de droite, de centre, de milieu, souverainiste, fédéraliste, peu important. Là. Il faut juste que ça finisse. Là. Ça fait plus de 2 ans que ça dure. Des gens meurent, il faut que ça finisse. Je pense que le discours de paix là, devrait être mis de l'avant, peu importe il est tenu par qui. Puis si vous pensez que le plan n'est pas bon, ben proposez-en un. C'est tout. Là. Écoute, on va passer à la partie Patreon de ce pas parce que A Star is Born, Joey a passé dans un reportage de Radio-Canada sur le retour du méchant conservatisme chez les jeunes. Ouais, il y a une couple d'affaires saucées dans le reportage. Hein. Radio-Canada. On dirait qu'ils vivent sur une autre planète. Oui, ils vivent sur une autre planète, je pense.